Hello l'inclusion family, bienvenue à ce nouveau numéro de Solola Inclusion. Solola Inclusion qui est votre podcast qui vous parle en long et en large du handicap, qui met en lumière la question du handicap, mais aussi, mais plus précisément, la question de la possibilité d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Depuis le début, depuis nos tout premiers épisodes, on a eu à définir c'est quoi le handicap, on a eu à présenter certains défis que rencontrent les personnes en situation de handicap dans notre société, particulièrement dans notre société congolaise en RDC. Et dans l'épisode 2, vous avez suivi, on a essayé de parler des familles du handicap. On ne voudrait pas sauter les étapes ou encore on ne voudrait pas brouiller un peu la démarche parce que pour comprendre ou apprendre à connaître le handicap, c'est important de comprendre les bases ou les sources. D'où on fait une récapitulation rapide sur les définitions pour savoir réellement c'est quoi ce problème que tout le monde en parle, certains en parlent peut-être ou que l'on subit, et puis comment ces problèmes se sont répartis en catégories ou en familles, pourquoi y a-t-il des différences et pourquoi il y a plusieurs types de différences. Dans l'épisode 2, nous avons eu à présenter les 5 grandes familles du handicap, dont on a le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap cognitif, le handicap mental, ainsi que le handicap psychique. Et la 6e famille qui revient aux maladies chroniques ou les maladies invalidantes. Pour ce troisième numéro, nous allons aborder la question sur le handicap moteur. C'est quoi le handicap moteur? Qu'est-ce qu'on entend par handicap moteur? Et quelles sont réellement les parties que compose ce type de handicap? C'est tout de suite. Bienvenue. En tout cas, comme on s'était dit, comme on s'est dit dès le départ, aujourd'hui, nous parlerons du handicap moteur. C'est quoi le handicap moteur? Quand on voit le moteur, on parle directement de la motricité, tout ce qui touche à la motricité. On va partir d'une définition assez simple que j'ai eu à noter d'ailleurs. On entend par handicap moteur ce handicap qui désigne une limitation des capacités de mouvement d'une personne. C'est là dû à une maladie, un accident ou une paralysie. Il peut affecter la mobilité et l'équilibre ou encore la coordination de mouvement de la personne. Le handicap moteur regroupe plusieurs types de déficiences qui affectent la mobilité d'une personne. Et parmi ces types de groupes de déficiences, nous citons en première position, il y a la paralysie, il y a le trouble de la coordination et des mouvements, il y a les malformations congénitales ainsi que les amputations, et puis il y a la myopathie et les maladies neuromusculaires, et en dernier, il y a la spasticité et la rigidité musculaire. Lorsqu'on voit les paralysies, ou on parle des paralysies, c'est tout simplement la perte partielle ou totale de la capacité de mouvement. Et là, on voit l'hémiplégie, la paraplégie ou la tétraplégie, par exemple, d'où je vais laisser les définitions de l'hémiplégie, la paraplégie, la tétraplégie en dessous de l'écran où vous verrez qu'est-ce que ça veut signifier et pourquoi j'ai eu à faire mention de cela. Donc voilà. Et puis, deuxièmement, après la paralysie, nous avons le trouble de la coordination et des mouvements. Les troubles rendent les mouvements involontaires ou difficiles à contrôler. Et là, nous avons l'ataxie, la tétose ou bien la dystonie. L'ataxie qui est tout simplement le trouble de l'équilibre. La tétose, le mouvement involontaire ou incontrôlé de la personne. Et la dystonie qui est tout simplement les contractions, qui sont tout simplement les contractions musculaires de la personne. Et puis, troisièmement, nous avons les malformations congénitales, mais aussi les amputations. Certaines personnes naissent avec des anomalies congénitales ou des situations qui font à ce qu'il y ait soit un dérangement des membres
ou bien une absence des membres. Et il y a ces personnes qui, à cause de plusieurs accidents, que ça soit un accident de route, que ça soit plusieurs causes d'ailleurs, ils subissent une amputation, d'où le retrait d'un membre qui est malade. Et c'est beaucoup plus douloureux lorsque l'on constate que on était, comme on peut dire, peut-être valide, mais avec le temps, on se rend compte qu'on a perdu un membre qui ne pourra jamais revenir. C'est quand même une douleur. Et dans la malformation congénitale, nous avons par exemple la myotrophie et les malformations, dont certaines maladies qui entraînent souvent le développement ou bien l'absence de certains membres. Et puis l'amputation, dont la perte d'un membre inférieur ou supérieur dessus de plusieurs raisons. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'amputation, je me souviens qu'il y a quelques jours, on m'a envoyé la vidéo d'une dame qui avait subi un grave accident de circulation dont on était obligé de lui amputer le bras ainsi que la jambe gauche. Et c'était pénible pour elle parce que au bout de quelques années, il lui est arrivé d'avoir des sensations de brûlure et de douleur que les gens n'arrivaient pas à comprendre, et ils se demandaient pourquoi le membre qui n'existe plus essaye un peu de bouger pour essayer de faire comprendre que ça refait surface en quelque sorte. Et c'est là que je voudrais répondre à certaines personnes qui ont eu à me poser des questions concernant les douleurs que les personnes amputées ressentent. C'est vrai que je ne peux peut-être pas exactement présenter la vraie douleur de comment est-ce qu'ils les sentent, mais je peux peut-être expliquer ce qu'ils ressentent en effleurant tout simplement la douleur, parce que ce qu'ils ressentent, c'est beaucoup plus que ce que je pourrais peut-être expliquer. Ce qu'ils ressentent, ça a un nom. Ça s'appelle douleur fantôme. Une douleur fantôme, c'est tout simplement une sensation douloureuse ressentie par une personne dont un membre a été amputé. Et cette douleur est beaucoup plus figée sur ce membre qui n'existe plus. Et c'est souvent, ça se sent souvent par soit une douleur, des picotements ou bien une sensation de brûlure, de crampe. Donc, cela se présente beaucoup plus sur le membre qui n'existe plus. En quelque sorte, c'est comme si ce membre essayait de refaire surface alors qu'il n'existe plus. Et on m'a posé aussi la question de savoir pourquoi cela est arrivé. Je dirais que les douleurs, la plupart de ces douleurs, en tout cas, sont liées au cerveau. Et lorsque c'est déjà que c'est difficile de s'accepter étant différent, parce que le regard des autres dépend. Quand on était peut-être valide et qu'au bout d'une circonstance, on perd notre validité et l'on devient automatiquement personne en situation de handicap et de surcroît moteur, on se rend compte au fait de la gravité des choses et on se dit que on est en train de passer à côté de la belle vie et que ça serait différent maintenant de revivre avec un membre qui nous manque. Et psychologiquement, les personnes amputées ont vraiment ce besoin d'être accompagnées, surtout d'être considérées, parce que ils essayent de équilibrer leur ancienne vie à leur nouvelle vie. C'est vrai que c'est une nouvelle vie un peu cruelle. Certains le disent que c'est une nouvelle vie cruelle. D'autres disent que c'est une belle opportunité de vivre maintenant différent. Mais chacun appréhende cela à sa manière. Et alors, les causes ce qui peut causer, par exemple, ces douleurs fantômes, c'est beaucoup plus lié au cerveau, au psychique, où on essaye d'accepter, mais on n'accepte pas totalement ces douleurs. On essaye de faire avec, mais on ne parvient pas. Et puis, il y a la mémoire qui devient beaucoup plus sensible, et puis il y a les nerfs sectionnés. Il y a beaucoup de choses qui causent, en tout cas, ces douleurs fantômes. Mais il y a beaucoup plus aussi de solutions de soulagement qui permettraient à ce que une personne qui subit ces genres de douleurs puisse retrouver un soulagement. Parce que le facteur qui crée souvent cette douleur, c'est trop souvent lié au stress,
au changement par exemple de température ou encore au souvenir du traumatisme. Et puis, les solutions adaptées, la plupart se plongent dans les médicaments, les anti-inflammatoires par exemple, pour essayer de calmer la douleur. Et il y a d'autres qui se plongent dans les concentrations. Et il y a une technique qui d'ailleurs je venais de lire une technique d'une personne qui a été amputée il y a quelques années et qui a eu à surmonter ce stress, ce traumatisme et essaye de passer outre ces douleurs fantômes, qui présentera par exemple la technique du miroir où la personne amputée se met face à un miroir et se met à regarder attentivement le membre qui n'existe plus. Une façon pour son cerveau de se rééduquer à une nouvelle vie, à un nouveau chapitre, pour se dire que le membre que tu voyais avant n'existe plus et maintenant il y a un autre, il y a un autre changement, il y a un changement qui peut ne pas te plaire, mais tu es obligé d'accepter et moi je m'accepte comme t'es. C'est vraiment des exercices psychologiques qui demandent d'avoir un mindset vraiment solide, mais ce n'est pas facile. Si vous remarquez qu'autour de vous, il y a des personnes en situation de handicap moteur qui ont subi des amputations, essayez vraiment d'être les plus proches pour les aider à relever ce défi parce que ce n'est pas souvent évident. Ce n'est vraiment pas souvent évident de voir une personne amputée relever ce défi haut la main. C'est un travail de titan qu'il faudrait encourager et force à toutes ces personnes qui vraiment en subissent. Et après la paralysie, les maladies congénitales ainsi que l'amputation, nous avons aussi la myopathie et les maladies neuromusculaires. Je crois que les médecins pourront mieux me corriger et me porter correction concernant les prononciations de ces catégories, de ces types de handicap moteur, dont la myopathie. De toutes les façons, ce sont des maladies qui affectent les muscles et les nerfs, qui entraînent des faiblesses en progression. Et quand on parle de myopathie, nous avons la myopathie des Duchenne, qui est une maladie génétique entraînant une dégénérescence musculaire. Et puis il y a la sclérose latérale amyotrophique, qui est tout simplement une maladie neurologique qui paralyse progressivement le muscle. Et on a la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux central, provoquant des troubles moteurs, sensoriels ainsi que cognitifs. Et là, en dernière position, nous avons la spasticité ainsi que la rigidité musculaire. C'est quoi la spasticité? Ce sont tout simplement des contractions musculaires excessives qui rendent les mouvements difficiles. Et la rigidité musculaire, ce sont des muscles qui sont constamment tendus, qui limitent la fluidité des mouvements. Donc, quand on parle du handicap moteur, vous voyez déjà, il y a ces catégories qui reviennent. D'ailleurs, j'ai juste présenté une firme des catégories alors qu'il y en a plusieurs. Et une façon vraiment pour nous de pouvoir d'abord non seulement vous présenter la différence qu'il y a entre plusieurs catégories de handicap moteur. Très souvent, quand on parle du handicap moteur, on voit beaucoup plus les personnes en chaise roulante, mais on ne comprend pas comment ces personnes sont devenues comme ça, ou bien qu'est-ce qui fait à ce que ces personnes soient sur une chaise roulante. Pourquoi il y a ces personnes qui sont en chaise roulante et d'autres qui ont des béquilles? Pourquoi il y a plusieurs questions, et je crois que à travers les catégories, les groupes que j'ai eu à citer, vous saurez distinguer pourquoi il y a une catégorie qui est sur chaise roulante et une autre qui porte par exemple des prothèses, ou encore d'autres qui ont des béquilles, et ainsi de suite. Et parmi les défis que rencontrent les personnes avec handicap moteur, nous avons eu à énumérer quelques défis, en tout cas, ainsi que les solutions d'inclusion. Parce que comme vous le savez, avec Solola Inclusion, nous avons ce devoir de vous informer
sur la situation des personnes en situation de handicap, excusez la tautologie, sur la question ou l'actualité autour du handicap, présenter les défis, mais aussi les possibilités d'inclusion, parce qu'il est important, voire même urgent, que l'on pense à un avenir inclusif pour notre pays, si l'on voudrait vraiment aboutir à ce développement que nous souhaitons tous. Et donc, les défis du handicap moteur en RDC, je présente beaucoup plus mon pays, même si j'ai essayé de toucher un peu là. Nous avons premièrement le manque d'infrastructures adaptées. Le manque d'infrastructures adaptées. Nous remarquerons plus que notre société est beaucoup plus adaptée pour intégrer ou pour inclure les personnes ayant une totale mobilité et non pas pour les mobilités réduites. Et là, je parle des certains bâtiments qui manquent des rampes pour les personnes avec fauteuil roulant, ou encore certains bâtiments qui manquent d'ascenseurs, ou encore certains espaces publics non adaptés pour les personnes avec handicap moteur. C'est compliqué pour une personne avec handicap moteur de pouvoir prendre ou user de transport en commun à cause de l'adaptation de certains véhicules. Et c'est un problème déjà. Ce problème, ce manque d'infrastructures adaptées crée un défi important qui fait à ce que les personnes avec handicap moteur ne puissent savoir s'inclure dans notre société. Deuxièmement, nous avons la difficulté d'accès à l'éducation. Il existe peu d'écoles inclusives, adaptées ou des écoles inclusives personnes en situation de handicap. On peut peut-être citer les villages Bondeko ou bien certaines écoles catholiques inclusives, mais moi je dis qu'elles sont minimes parce que les enfants en situation de handicap, il y en a beaucoup. Et là, on ne voit pas que Kinshasa, on voit toutes les provinces de la RDC et la plupart des activités d'ailleurs est centrée sur Kinshasa. Ce qui fait que beaucoup d'enfants en situation de handicap dans les provinces ne savent aller à l'école parce que le cadre n'est pas trop adapté à leurs différences. Et d'ailleurs, lorsqu'on se décide d'adapter un cadre, on fait beaucoup plus attention sur les regards, la qualité de l'enseignement, mais aussi l'adaptation du lieu. Pour un enfant qui est sur une chaise roulante, les bancs ne lui servent à rien. Pour un enfant qui a des béquilles, il faudrait adapter un banc à sa différence. Et d'ailleurs, quand on parle d'ailleurs des regards, on voit beaucoup plus les regards des enfants non différents envers les enfants différents. Ce qui fait que beaucoup d'enfants en situation de handicap perdent de l'estime d'eux-mêmes à cause du regard qui les discrimine, qui les disqualifie en les traitant de différents. Et non seulement ça, il s'agit aussi de la qualité des enseignants qui doivent être inclusifs. Donc, la difficulté d'accès à l'éducation aussi est un problème. Il faudrait des écoles adaptées ou des écoles inclusives avec des matériels pédagogiques inclusifs qui fera à ce que chaque enfant avec sa différence puisse se retrouver dans une salle de classe avec les autres. Voilà. Et puis, troisièmement, j'ai énuméré dans mon troisième point des défis. Nous avons l'insertion professionnelle qui est limitée. Quand on parle d'insertion professionnelle, déjà que nous savons que le marché de l'emploi dans notre pays est un problème. Le marché de l'emploi est un défi et encore un triple défi ou voire un quadruple défi pour les personnes en situation de handicap et de surcroît du handicap moteur. Les personnes en chaise roulante, les personnes en béquille, les personnes en prothèse ont du mal à se faire accepter ou à se faire accompagner dans leurs activités à cause de ça. Ils subissent une discrimination qui, en tout cas, engendre un vrai défi. On rencontre beaucoup de jeunes, on rencontre beaucoup des jeunes et des personnes en situation de handicap moteur sur les boulevards en train de mendier. Beaucoup se posent la question de savoir
ne sont-ils pas des personnes capables de pouvoir travailler alors que ils ont quand même cette capacité de faire? Moi, je dis que c'est possible, mais on ne veut pas leur donner de la chance. Les aider à s'insérer professionnellement limiterait ce problème que l'on rencontre, limiterait, essaierait de bannir ce phénomène que l'on a auprès des jeunes et enlèverait aussi, diminuerait aussi ce phénomène de mendiants dans les rues qui crient à tout bout de champ chaque jour demandant 100 francs, 200 francs, parce que l'argent qu'ils demandent ne représente rien. Je ne dirais peut-être pas presque rien, mais cela ne représente rien face aux défis auxquels ils font face. Ils mendient aujourd'hui, ils mendieront demain, ils continueront de mendier si on ne leur donne pas cette chance de pouvoir déployer leur potentiel pour pouvoir prouver qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, mais aussi de contribuer pour le développement de notre pays. Donc, il y a ce défi de l'insertion professionnelle, mais aussi le manque de soins et de rééducation. Il y a très peu de centres spécialisés pour les personnes avec handicap moteur. Et lorsque je parle de ça, je parle beaucoup plus aussi de ceux qui subissent des accidents. Lorsque on est obligé d'amputer une personne, c'est là non seulement ça génère des coûts, mais la rééducation après amputation est une obligation. Mais malheureusement, dans notre système de santé, lorsqu'on se met à soigner, on soigne en fonction des moyens de la personne. Et si les moyens sont limités, et malheureusement, on ne continue plus à suivre la personne. Ce qui fait que beaucoup non seulement réchutent, mais d'autres aussi passent l'arme à gauche à cause du manque de suivi, par exemple des soins, lorsqu'ils subissent soit une amputation, soit un accompagnement de santé dû à leur situation invalidante. Donc, nous avons aussi le manque de soins et des rééducations comme étant un défi d'inclusion des personnes avec handicap moteur. Mais aussi, il y a aussi le rejet social et la stigmatisation. Lorsque j'ai parlé de pourquoi il fallait communiquer sur le handicap, je crois que j'en ai effleuré. Il y a trop de stéréotypes autour du handicap. Lorsqu'on voit un enfant naître sans membre, par exemple, ou on voit un enfant naître avec une différence, c'est soit titré de sorcellerie ou encore de malédiction. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants naissent et grandissent, beaucoup d'enfants grandissent avec une idée en tête qu'ils sont des enfants maudits ou ils sont des enfants qui n'ont pas de chance, qui ne méritent pas de vivre comme tous les autres. Et en grandissant, ils deviennent ce que nous remarquons en ce moment. Et alors, le rejet social, cette stigmatisation, crée un problème, crée une charge au sein de notre société, car il est important d'accepter tout le monde avec sa différence. Communiquer sur le handicap permet de sensibiliser sur la compréhension de chaque différence pour que tout le monde comprenne que une personne handicapée, c'est pas une personne maudite, une personne handicapée et tu es devenu peut-être handicapé suite à beaucoup de causes, mais qu'il ne faudrait pas rejeter, qu'il ne faudrait pas écarter, mais qu'il faudrait accompagner dans sa juste valeur. Les personnes en situation de handicap, comme j'ai eu à le dire dans les épisodes passés, ce sont des personnes bourrées de talents. Chacun, avec sa différence, essaye de se démarquer de quelque chose. Et avoir une bonne politique de financement leur permettrait non seulement de créer des activités génératrices de revenus qui pourraient contribuer au développement de leur communauté. Mais nous avons ce problème où on n'arrive pas à octroyer aux personnes en situation de handicap soit des financements, soit un accompagnement financier pour les aider à pouvoir se développer. J'ai présenté les défis, maintenant je crois que je vais présenter les opportunités d'inclusion parce que on présente quand même un problème et aussi une solution. Et en rapport avec tout ce que j'ai eu à énumérer, les opportunités d'inclusion ou les solutions sont tout simplement que pour une personne avec handicap moteur, il est important de gérer ou de mettre en place une bonne accessibilité urbaine,
ou des infrastructures adaptées. Une éducation inclusive qui va encourager à ce que les écoles, qui sont les écoles ordinaires, deviennent inclusives, où ils peuvent recevoir les enfants différents, ou encore créer des écoles inclusives qui va permettre à ce que tous les enfants soient ensemble. Je suis contre l'idée que l'on crée des écoles uniquement pour les enfants en situation de handicap et les enfants, entre guillemets, ordinaires. Moi, je suis contre cette idée parce que les enfants reflètent dans le futur ce qu'ils apprennent maintenant. Et si on leur apprend à écarter les différences maintenant, c'est ce qu'ils feront dans le futur et c'est ce qui fait à ce que nous, les gens qui sommes là, ayons un regard un peu discriminateur face à une personne différente parce que on n'a pas grandi en voyant continuer constamment les différences. On nous a toujours dit que les différences étaient à écarter. Et ouvrir des écoles inclusives permettrait à ce que tous les enfants soient mis ensemble. Les enfants en situation de handicap et non ensemble, en train d'apprendre la même matière, en train d'évoluer de la même façon. C'est vrai que ils vont se découvrir tous différents, mais ça va permettre à ce que leurs yeux s'habituent et leur cerveau s'adapte à aimer les différences, qui fera à ce que l'avenir ne réserve pas des surprises désagréables, mais beaucoup plus des surprises agréables. Donc, une éducation inclusive, d'où on encourage les écoles à devenir inclusives, où on peut accueillir des enfants handicapés et non. Ainsi que la bonne politique de l'emploi, favoriser vraiment les activités génératrices de revenus pour pour ceux qui peuvent peut-être ne pas être insérés dans les entreprises, sensibiliser peut-être les employeurs à inclure des personnes compétentes avec handicap au sein de leurs entreprises, ou encore encourager l'entrepreneuriat handicapé. Et puis, il y a cette opportunité de la nouvelle technologie et de l'innovation qui aujourd'hui promeut des prothèses qui permettent à ce que certaines personnes avec handicap moteur puissent s'adapter un peu au courant de tous les jours avec quelque chose. Par exemple, pour une personne qui a reçu une amputation, une prothèse peut peut-être l'aider à pouvoir s'affirmer différemment, ou des chaises roulantes adaptées qui peut permettre à cette personne de se déplacer sans être accompagnée. Donc, la nouvelle technologie déjà nous a présenté certaines innovations que l'on pourrait toujours sauter à chaque occasion pour pouvoir aider les différences à pouvoir faire quoi? Se déployer. Et puis, on a le changement de mentalité, de suite des sensibilisations, avec un peu ce que fait Solo l'inclusion, sensibiliser les personnes sur la situation des personnes en situation de handicap. Désolée encore pour la tautologie. Sensibiliser sur les personnes vivant avec handicap, les opportunités d'inclusion, mais aussi l'acceptation des différences. Donc voilà un peu ce que est le handicap moteur. J'ai eu à présenter, comme vous l'avez suivi, on a eu à présenter un peu on a défini c'était quoi le handicap moteur et présenter les catégories que regroupe ce handicap. Il y a plusieurs catégories. Ce que j'ai eu à présenter, ce n'est qu'une firme de catégories de déficiences moteurs, mais il y en a plusieurs que vous pourriez découvrir si vous vous donnez le devoir d'apprendre des différences. Parce que le handicap physique est une réalité qui ne devrait pas se vivre pour la personne qui en subit, mais qui devrait être accompagnée, encouragée par tous. Nous sommes tous différents, nous portons tous une différence qui peut se voir ou ne pas se voir, mais l'idéal, c'est de ne pas rejeter l'autre à cause de sa différence, mais plutôt l'accepter avec sa différence, mais de surcroît l'aimer. Avant de clôturer, puisque déjà nous tendons vers la fin, avant de clôturer, j'aimerais bien clôturer avec un adage, mais je me dis que nous avons commencé une série d'explications sur le handicap, sur les catégories et les familles du handicap. Et là, je vais présenter plutôt les exemples des personnes en situation de handicap qui ont eu à se démarquer dans le monde, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. Ils ont eu à surpasser leur handicap
et à devenir des icônes et aujourd'hui on peut les citer. Et moi, je me dis qu'à travers ces vidéos, on voudrait bien que la personne en situation de handicap qui nous suivra se dise que si l'autre a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Car à l'impossible, nul n'est tenu. Les exemples des personnes qui ont eu à se démarquer, des personnes avec handicap moteur, dans le secteur de l'entrepreneuriat, par exemple, il y a Philippe Pozzo di Borgo, qui est un homme d'affaires français, qui est devenu tétraplégique après un accident de parapente et il a inspiré le film Intouchable. Dans la catégorie sport, nous avons Esther Oyema, qui est de nationalité nigériane, qui est une athlète de renom des Jeux paralympiques. Elle a gagné plusieurs fois des médailles d'or ainsi que des médailles d'argent dans les Jeux paralympiques organisés dans les années précédentes. Et quand on va dans la musique, on cite Tony Melendez, celui-là qui est né, une personne née sans bras, qui est chanteur-guitariste et qui joue de la guitare avec ses pieds. Imaginez un peu comment les choses sont. Combien ces personnes ont montré que la différence n'est pas une barrière. Ils ont essayé de passer outre la barrière des différences pour présenter combien il était beau d'admirer les différences. La beauté du monde se résume dans les différences. Aimer les différences n'est tout simplement pas les constater et voir comment les accepter, mais aimer les différences, c'est de les accepter et de les accompagner. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Solola Inclusion. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux derrière vos écrans pour nous suivre. C'était Erichid Mbayo. On vous dit à très bientôt pour la suite. Bye bye!